Bonsoir Maryse Léon. Bonsoir. Secrétaire générale de la CFDT. On est ravis de vous recevoir. C'est votre première prise de parole médiatique depuis le début de l'année 2026. On a beaucoup de questions à vous poser. D'abord, alors que l'accord avec le Mercosur est en passe d'être signé, et ce, malgré l'opposition de la France, Victoria Rouxel de la cellule Vrai-Faux. Bonsoir. Vous êtes penchée d'un peu plus près sur ces produits alimentaires exportés vers la France par ces pays d'Amérique latine, notamment le Brésil, grand utilisateur de pesticides, pourtant interdits dans l'Union européenne. Et la question qu'on se pose ce soir avec vous, Victoria, c'est est-ce que ces pesticides-là, interdits, peuvent se retrouver dans nos assiettes ? Alors, pour répondre à cela, nous, on est parti d'une déclaration de l'eurodéputée LFI Manon Aubry qui déclarait hier matin ceci. Un tiers des pesticides qui sont autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Alors, cette affirmation de Manon Aubry, elle provient d'un document qui est paru en 2020 et qui est rédigé par un rapporteur spécial des Nations Unies qui s'était rendu au Brésil. Dans ce document, il fait donc allusion aux substances actives, c'est les substances qui composent les produits phytosanitaires. Et il dit, je cite, 30% des substances actives, soit 116 substances sur 393 autorisées au Brésil, ne sont pas approuvées dans l'Union européenne. Donc, comme c'est un document de 2020, on l'a un petit peu fact-checké. On a discuté avec un chercheur de l'INRAE, Mathieu Parenti, qui confirme que cet ordre de grandeur, il est toujours d'actualité. Et donc, parmi ces fameuses substances utilisées dans les cultures brésiliennes, on trouve par exemple le glufosinate, pas confondre avec le glyphosate. C'est un herbicide que le Brésil utilise massivement dans ses cultures de soja et de maïs, mais que les pays européens, eux, n'ont plus le droit d'utiliser depuis 2018 parce qu'il causerait notamment des troubles neurologiques et de la fertilité. Et donc ces produits interdits, est-ce qu'on peut les retrouver dans nos assiettes ? Alors, paradoxalement, oui. Attention, c'est quand même C'est la réponse que je craignais. Effectivement, c'est quand même contrôlé chez nous, mais si on reprend cet exemple-là du glufosinate, le Brésil peut exporter dans l'Union européenne des produits cultivés avec cet herbicide tant qu'il y a un seuil qui est respecté. Si on prend l'exemple des oranges et des citrons, par exemple, la quantité de glufosinate tolérée, elle est fixée à 0,05 mg par kilo. Pour les avocats, c'est 0,1 mg par kilo, sachant que ce seuil de 0,1, c'est le seuil globalement appliqué pour cet herbicide sur les produits importés dans l'Union européenne. Donc oui, on consomme effectivement une infime partie de ces produits phytosanitaires. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que les effets néfastes de ces substances interdites, elles touchent surtout les agriculteurs, les sols et les cours d'eau des pays dans lesquels elles sont utilisées. Et puis, je vais terminer par un paradoxe. Ces substances qui sont donc interdites dans l'Union européenne, eh bien, elles sont en partie produites et exportées par des pays de l'Union européenne, dont la France. On parle de plus de 30 000 tonnes exportées en 2024 selon l'ONG Public Eye. Donc il faut reconnaître quand même qu'il y a un peu une forme de non-sens dans le fait d'interdire ces pesticides chez nous qui se retrouvent finalement dans nos assiettes. Merci beaucoup Victoria. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec la cellule Vrai-Faux, c'est le samedi midi. À midi. Et je vous entendais soupirer, Maryse Léon, à l'écoute de cette chronique. Je trouve qu'elle est éclairante parce que je pense que moi, ce que je retiens du Mercosur, c'est que on a du mal quand même à s'y retrouver et à comprendre comment l'accord s'est conclu et comment il s'est construit et quelles étaient les demandes de la France et comment ça... Je trouve que c'est un énorme gâchis, en fait, parce qu'on a besoin de multilatéralisme. On ne peut pas prétendre qu'il faut une souveraineté alimentaire de l'Europe et une souveraineté tout court en se disant on ne peut pas uniquement dépendre des États-Unis ou de la Chine. Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir commercer avec d'autres régions. Quelle est votre position à la CFDT ? Parce qu'on a l'impression que tout le monde est contre, la classe politique, les agriculteurs. Pourtant, il y a des secteurs qui vont en bénéficier. Moi, je regrette que les secteurs qui en bénéficient ne soient pas sortis du bois pour expliquer ça. Oui, parce que quand même, pour la question de l'industrie, et Dieu sait qu'il y a aujourd'hui des véritables problématiques industrielles et de fermeture d'entreprises. On aura l'occasion d'y revenir parce que la CFDT est très mobilisée sur cette question de l'industrie. Je pense notamment à la chimie, la pharmacie qui pourraient bénéficier de cet accord s'il va au bout. C'est quand même silence radio de la part des industriels. Je trouve ça étonnant. À tout le moins. Il y a un vrai sujet sur la question agricole et la question de la consommation. Mais je pense que surtout, moi, la conclusion que j'en tire, c'est qu'on est dans des négos du siècle dernier. C'est-à-dire on est sur 25 ans de négociations pour aboutir à un résultat dont personne ne veut en France. Je pense que c'est quand même l'histoire d'un échec collectif où, au bout du bout, en plus, plus personne ne sait ce que contient réellement cet accord. Mais vous dites qu'il faudrait le signer. Il faut un accord, il faut du multilatéralisme. Je ne dis pas qu'il faut que l'accord de Mercosur... Pas celui-là, mais sur aussi sur le principe même. Sur le principe même, c'est hyper important, effectivement, de se dire qu'on ne peut pas continuer de se
on ne peut pas défendre une souveraineté européenne sans se dire avec qui on commerce et avec qui on veut commercer. Est-ce que ça n'a pas été mal emmanché depuis le début, si j'ose dire, en le présentant comme un traité agricole ou sur les biens agricoles, alors que c'est un volet ou un volant qui est... C'est un des volets. Ça n'est alors pas... même pour et je ne dis pas que le volet agricole, il est négligeable. Et encore à l'intérieur de l'agricole, c'est sur l'élevage. Sur l'élevage. Non, mais du coup, il y a des vraies problématiques qui concernent les éleveurs. Je ne les dis pas, ils s'expriment et ils sont en colère. Il y a bien d'autres problématiques qui sont mises en lumière actuellement par ces agriculteurs. Mais c'est quand même je pense que c'est un gros gâchis. C'est vraiment une occasion manquée. Le contre d'Emmanuel Macron. Je regrette qu'on en soit arrivé là, et je pense que le contre d'Emmanuel Macron a plutôt été une réponse à des questions de politique interne plutôt qu'un positionnement réel sur ce qu'est cet accord et ce qu'il contient. Et donc, quand on instrumentalise un élément pour d'autres fins, je pense que ça finit toujours mal. Lui considère qu'il avait tout le monde contre lui. En clair, et qu'à partir du moment où il avait tout le pays et les parlementaires, les forces politiques, tout le monde, il ne pouvait pas aller contre... On ne peut pas négliger que le contexte politique en France, il est particulier et particulièrement instable et perturbé. On va parler évidemment du contexte politique. Un mot sur la mobilisation du jour. Les agriculteurs de la FNSEA qui se sont mobilisés et qui ont obtenu visiblement un certain nombre de choses. Un projet de loi d'urgence annoncé par le Premier ministre pour le mois de mars, adoption avant l'été. On a l'impression que la FNSEA, avec cette cogestion avec le gouvernement, obtient plus que la coordination rurale qui s'est manifestée plus durement avec des blocages. Vous dites quoi en termes d'action syndicale pure? Vous dites bien joué? Je pense que c'est important que les actions syndicales elles puissent se faire dans un cadre établi, respectueux des biens et des personnes. Ça, c'est fondamental dans une démocratie. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'éléments discutés pour le monde agricole et que les grands oubliés, ce sont aussi les salariés. Il y a des salariés agricoles, ils sont 1 million en France et on ne leur donne jamais la parole. Donc j'espère que dans les cadres des futures discussions, ils seront autour de la table. En tout cas, la CFDT a bien l'intention de prendre sa place. Vous avez fait référence tout à l'heure au climat, en disant que dans le climat d'instabilité, est-ce que ça veut dire en gros, d'abord comment vous le qualifieriez, le climat actuel? Parce qu'on a l'impression qu'on est soit dans du temps suspendu, soit dans du temps perdu. Vous diriez que c'est avec une inquiétude larvée, une inquiétude réelle, de la colère, de l'abattement? Non, une inquiétude réelle. Enfin, moi, je fais énormément de déplacements. J'étais encore avec des militants ce matin en région parisienne. Le climat pèse énormément. Le climat pèse parce que personne ne sait de quoi demain sera fait à l'échelle politique et ça a des conséquences extrêmement directes, à la fois dans les fonctions publiques et dans le secteur privé. Il y a beaucoup de salariés qui nous disent, nous, on est inquiets pour notre boîte. On est inquiets parce qu'il y a des investissements qui ne sont pas décidés. Cette question d'instabilité, en fait, elle a des répercussions très concrètes sur des décideurs à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la France n'est pas vue forcément comme un endroit où les investisseurs ont envie d'investir et ça a des conséquences très concrètes. Et le fait qu'il n'y ait pas de budget de l'État non plus, ça a des conséquences très concrètes. Je prends un exemple dans le cadre de l'éducation nationale. Il y a un blocage complet, du coup, de la préparation des futurs concours de professeurs, d'enseignants. Et ça a des effets très concrets au quotidien pour les personnes qui sont dans ces secteurs d'activité, qu'ils soient publics ou privés. Donc, c'est une inquiétude réelle. Je crois que le Cevipof a fait une étude au mois de décembre en demandant spontanément à des personnes quel est votre principal sujet d'inquiétude. Le sujet numéro 1, c'est l'incertitude et l'instabilité politique. Et je pense qu'il faut qu'on en tienne compte. Pour préciser la question, est-ce que vous êtes face à des gens qui sont abattus, effondrés, anxieux, ou des gens qui sont furieux? Parce qu'on a beaucoup dit qu'on était sur un chaudron, et qu'il pouvait y avoir un certain nombre de choses qui explosaient à tout moment, que le feu couvait sous la cendre. Est-ce que vous entendez des gens qui sont particulièrement furieux? Le climat est inflammable, je partage. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de la colère qui ne s'exprime pas forcément et qui peut se traduire par une forme aussi de désintérêt ou de distance ou de défiance vis-à-vis du politique, puisqu'on parle d'instabilité politique. Et je pense que ça n'a rien de bon pour la démocratie en général. Et qu'aujourd'hui, moi je rencontre beaucoup des salariés, des agents des fonctions publiques qui me disent, mais au bout du bout, la première chose qu'on me dit en général, c'est personne ne parle de ce qu'on vit. Personne n'évoque les sujets, et on évoquait les inquiétudes sur l'instabilité politique. Le sujet numéro 1 des travailleurs, c'est la question du pouvoir d'achat. Je pense que ça fait longtemps
qu'on n'en a pas discuté et que ce n'est pas un sujet qui a pu être véritablement sous les feux de la rampe, et de se disant, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de partage de la valeur. Il y a beaucoup de négociations qui s'engagent dans les entreprises, dans les branches professionnelles. Alors, je suis d'accord, on partage la valeur qui est créée, mais lorsqu'elle est créée, il y a un véritable sujet de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des négociations salariales. Il en est beaucoup question dans les discussions budgétaires. Dans les budgétaires. Notamment du pouvoir d'achat des retraités. Ce que vous dites, c'est que vous regrettez qu'on parle plus du pouvoir d'achat des retraités que celui des travailleurs. L'actualité fait qu'au détour des débats qu'on a pu avoir, que ce soit dans le PLFSS ou dans le projet de loi de finances de l'État, le problème, c'est qu'on a un angle uniquement budgétaire. Et ce n'est pas du tout le sujet que le pouvoir d'achat des retraités ne nous intéresse pas, mais tous les actifs qui ont besoin de revalorisation, tous les fonctionnaires qui ont connu quand même pendant 5 années consécutives un gel du point d'indice, ils attendent il y a eu une augmentation en 2024, mais il y a eu un retard extrêmement important pris. Il y a aujourd'hui des agents fonction publique qui considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus dans leur travail. Et c'est ça qu'il faut pouvoir mettre sur la table aujourd'hui, et pas uniquement sous l'angle budgétaire. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, mais il y a aussi une question de reconnaissance du travail qui est accompli, de compétences. Et ça fait partie, je pense, des premières causes du manque d'attractivité des fonctions publiques. 60 000 emplois ne sont pas pourvus dans les fonctions publiques. Donc, avec tout le fonctionnaire bashing qu'on a pu entendre ces derniers mois, je trouve que s'ils ont une situation si privilégiée, ils ne devraient pas avoir de problème d'embauche. Or, il y a un vrai sujet, d'attractivité, de pouvoir être justement rémunéré, de pouvoir avoir des vraies évolutions de carrière, des mobilités, et de pouvoir être formé tout au long de sa vie quand on travaille dans une école, quand on travaille dans un hôpital, quand on travaille dans une collectivité territoriale. Tout ça, ce sont des attentes qui nous sont renvoyés. En gros, on est gelé. C'est-à-dire que ça fait 8 mois ou 6 mois qu'il ne se passe rien de ce qui devrait se passer et que pour l'instant... Et est-ce que vous en voulez aux responsables politiques ? Je ne vous demande pas de condamner quelqu'un, mais est-ce que vous considérez que les socialistes ont obtenu pas mal de choses de la majorité, enfin des gens qui sont là ? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un jeu politicien qui fait que ça va peut-être finir avec le 49-3 au bout de 3 mois après. Oui, c'est une Est-ce que vous trouvez que c'est un effroyable temps perdu et que vous leur en voulez, vous les trouvez responsables ? Est-ce que vous les voyez pour leur dire ? Non, alors ça, c'est pas... Moi, je donne de leçons à personne et je ne tiens responsable de la situation. Personne en particulier. On est dans une complexité extrêmement importante. Là où je pense que ce qui est problématique, c'est que entre le discours et les actes, il y a quand même énormément d'écart. Et moi, je me souviens avec la recomposition de l'Assemblée nationale et les élections de 2024, les élections législatives, tout le monde nous a expliqué que c'était l'heure de la discussion, du dialogue et de la construction du compromis. Sauf qu'au-delà des grands discours, on voit qu'il y a des vraies difficultés de certaines familles politiques à faire ce type de compromis. Lesquelles ? Et quand j'entends des responsables politiques, non, je vais pas. Je suis pas là pour balancer. Je suis pas là pour vous dire un tel fait pas le job. Mais il y a un vrai sujet de culture politique de construire des équilibres. Et quand j'entends des responsables politiques qui expliquent qu'on n'ira jamais sur... Je prends l'exemple de la suspension de la réforme des retraites. Quand j'entends des responsables politiques me dire je vais voter contre parce que ce serait un renoncement absolument insupportable, je considère que ce sont des politiques qui sont incapables de tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. Et quand on ne peut pas dire tout le monde doit... il faut que tout le monde se mette dans l'état d'esprit de construire des équilibres. La situation de 2024, elle a quand même recomposé les cartes. Mais vous trouvez que ça pesait sur la psychologie des députés de 2025 ? Ça aurait dû quand même avoir un effet de coup de tonnerre, de se dire on a aujourd'hui une fragmentation du Parlement. Et en plus, avec des responsables politiques qui n'arrêtent pas de nous dire il faut continuer de réformer. Ah oui, mais on réforme de façon lucide, avec les forces en présence, et en faisant des avancées et des compromis pour pouvoir faire avancer les sujets petit à petit. En fait, là, vous ne voulez pas balancer ? Non, pas spécialement. Non, mais si. L'exemple que j'ai en tête, c'est notamment plutôt des députés du centre qui m'ont expliqué que telle ou telle chose, c'était inenvisageable. C'était un renoncement absolu à tout ce qu'ils avaient pu porter tout au long des dernières années. Mais il y a eu aussi... oui, mais on peut pas faire des leçons dans les discours et ne jamais s'appliquer l'exercice et d'affronter les difficultés que c'est et l'exigence que c'est
de pouvoir s'engager. Et ce qui va être intéressant, ce qui est intéressant aussi dans le cadre du projet de loi de finances qui est en discussion, difficile. Donc je ne sais pas comment ça va atterrir et comment ça va se conclure, ni dans le contenu, ni sur la forme. Mais j'attends aussi, dans le cadre de ce projet de loi de finances, que l'État employeur respecte ses engagements. Moi, je suis une organisation qui est ouverte au dialogue et à la négociation. On a négocié un certain nombre d'avancées pour les fonctionnaires, les agents des fonctions publiques, pour bénéficier, je prends l'exemple d'une protection sociale complémentaire, une complémentaire santé, qui permette de protéger et de sécuriser les agents. Il y a un engagement qui a été pris par l'État de dire on va le faire dans l'ensemble des champs, et notamment dans le cadre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'État nous dit on n'a pas les moyens. Ben ça, je pense que ça n'est pas de nature à encourager et à reconnaître le fait qu'il y a des moments, des organisations syndicales qui s'engagent dans des accords qui doivent pouvoir être assumés jusqu'au bout, y compris lorsque la situation financière est compliquée. Quel bilan vous faites ce soir de la méthode Lecornu ? Il nous avait vanté un changement de méthode, Sébastien Lecornu. Vous l'avez vu, vous, ce changement de méthode ? Alors, moi, j'ai vu la différence entre François Bayrou et Sébastien Lecornu. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. On a eu une phase de dialogue où on a pu s'exprimer, notamment en amont du projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais sur d'autres sujets aussi, puisque nous, on était extrêmement demandeurs de pouvoir remettre les enjeux du travail. Vous évoquiez la question des... On a beaucoup parlé des retraites ces derniers mois. Moi, je pense qu'aujourd'hui... On a besoin de parler de la question du chantier sur le travail, l'indemnisation. Chantier sur le travail qui a été initié à la fin de l'année dernière. Donc ça, c'est aussi... Et qui donne rien. Je pense, mais pas pour l'instant. Laissez-nous le temps de travailler. Moi, je vous laisse le temps. Ça a démarré en fin d'année, de tout début décembre. L'idée, c'est de pouvoir avoir des échanges entre les organisations syndicales et patronales et les employeurs publics. Est-ce que ça a un sens de faire ça maintenant dans une ambiance instable, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer et qui de toute façon se terminera par une présidentielle? Oui, parce qu'avec toute l'instabilité qu'on connaît, le monde du travail, il ne s'arrête pas de changer. Aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle, notamment générative, qui modifie... Ça continue à négocier et à travailler. C'est que les changements sont déjà là, qui soient d'ailleurs, qui s'invitent de façon plus ou moins spontanée au travail. On voit que tous les métiers vont être changés, notamment par l'IA générative, mais on a aussi besoin de transformer les métiers, les compétences pour des questions écologiques. C'est aussi un des sujets importants du projet de loi de finances. Si on n'anticipe pas les métiers de demain et comment on n'anticipe pas la préparation et la sécurisation de tous les salariés qui vont être concernés, on va dans le mur. On aura encore moins d'acceptabilité sociale de ces transformations. Et donc, j'ai envie de dire, le monde du travail, il bouge, il évolue, et ça se fait avec ou sans instabilité politique. Donc, c'est important qu'on puisse se parler de ces choses-là, et notamment de ces transformations, qui aujourd'hui, je prends l'exemple de l'IA, ça ne fait absolument pas l'objet de dialogue social dans les entreprises. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, nous, on est là aussi, en vigie, pour expliquer qu'il faut que ça puisse faire partie des sujets discuter, débattu et négocier pour les droits des travailleurs qui sont concernés. On parle beaucoup de la question des retraites, on s'interroge beaucoup sur le financement de notre système de retraite. Il y a une question qui est connexe et dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est celle de la natalité. Le taux de natalité continue de baisser dans notre pays et pour la première fois l'année dernière, le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances, qui pose la question du renouvellement des générations et du financement du régime de la protection sociale. Est-ce que c'est une donnée qui vous inquiète particulièrement ? C'est une donnée qui est là, qui est réelle et qu'il faut intégrer dans nos réflexions. Et c'est exactement ce qui a été... on l'a travaillé et ça devra continuer aussi d'être débattu tout au long de l'année 2026. L'année dernière, en 2025, on a fêté les 80 ans de la sécurité sociale. Elle a été créée à un moment, de l'histoire de France, à un moment de reconstruction, avec un certain nombre d'éléments où la démographie n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Moi, je ne fais pas partie de celles et ceux qui considèrent que la sécurité sociale, elle doit être mise sous cloche, on doit en faire une momie et la conserver telle que... Il faut la faire évoluer. Il ne faut pas la faire évoluer n'importe comment. L'idée, ce n'est pas de déréguler à tout va ou de se dire on va tout mettre, par exemple, sur la question des retraites, l'avenir, ça serait soi-disant la capitalisation.
moi, je suis prête à en débattre, justement, pour convaincre mes interlocuteurs que ça ne serait pas une nouvelle modalité de financement des retraites qui serait la baguette magique. Donc, ayons ce débat. Ça ne sera pas la baguette magique, mais le régime par répartition, on voit bien que la démographie, ça ne va pas tenir, ça va pas suffire. Il faut pouvoir en faire, il faut pouvoir en débattre. On fait partie des organisations qui ont joué le jeu dans le conclave des retraites, qui s'est déroulé début 2025 jusqu'au mois de juin. On n'a jamais mis sous le tapis la question du financement et de l'avenir du régime des retraites. La CFDT, elle a fait des propositions pour garantir un équilibre à horizon 2030. Donc nous, on est tout à fait prêts à évoquer ces questions, à poser tout sur la table. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun et chacune, toutes les organisations concernées, elles ne restent pas dans des postures ou des slogans et qu'on fasse un vrai travail avec un enjeu et partager la question des principes qu'on veut préserver. Le régime par répartition, c'est un trésor. C'est un trésor de solidarité intergénérationnelle. Nous y sommes, nous, à la CFDT, extrêmement attachés. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique de financement et qu'on peut regarder comment on peut assurer la pérennité de ce régime. Juste très rapidement, on en est où, là, les retraites? C'est comme si c'était rien passé. Vous n'avez pas eu votre dose, en fait. Non, vous en redemandez. Non, mais je me dis que les personnes qui nous regardent, elles ont envie de se dire... Eh bien, les retraites, le rendez-vous, c'est l'élection présidentielle 2027. Ah bon, d'accord, donc on reste comme actuellement. Et je vous dis pas que c'est pas un sujet... Ça fait partie des points qui vont être évoqués dans la conférence Travail-Emploi-Retraite qui a été lancée à la fin de l'année. Et donc, la question, elle va être débattue entre organisations syndicales, patronales et employeurs publics, parce que c'est une problématique qui concerne tout le monde. Et donc, nous, on veut le lier à la CFDT. La question des retraites, c'est d'abord une question de travail. Puisque la retraite, ça n'est que le reflet d'une carrière professionnelle qui peut pénaliser spécifiquement les femmes, qui sont, elles aussi, pénalisées à la retraite. Et donc, je dirais pas qu'on reprend à zéro, je dirais qu'enfin, on met les choses à l'endroit. Elles étaient à l'envers. En même temps, on renvoie, depuis 2022. On renvoie le débat à la future élection présidentielle 2027. Ça veut dire qu'il ne va rien se passer d'ici là. On a brûlé, quoi. Est-ce que ça ne veut pas dire, comme Sébastien Lecornu a dit qu'il s'y préparait, qu'il ne faut pas retourner aux urnes finalement une bonne fois pour toutes, plutôt que de continuer avec ce cycle, motion de censure, etc., loi spéciale, où on a l'impression que les choses n'avancent pas. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas dire, on fait revoter les Français et on n'attend pas 2027? Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Je pense que aujourd'hui, on a besoin d'apaisement. On a besoin de laisser les organisations syndicales et patronales continuer de travailler sur ces sujets cruciaux et centraux du travail. De l'emploi, c'est aussi penser à ceux qui n'ont pas accès à l'emploi, qui sont demandeurs d'emploi et qui aimeraient pouvoir rapidement trouver un emploi. Et la question des retraites. Traiter ces questions-là dans ce bon sens, ça permet de trouver, je pense, des évolutions intelligentes d'un système de retraite pour l'avenir. Là où le rendez-vous sera en 2027... Là, ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que le temps social n'est pas toujours le temps politique. Et que nous, on porte à la CFDT l'idée, encore et toujours, d'une retraite à la carte. Juste une petite question. Vous êtes un syndicat qui a été engagé, pas affilié à un parti politique, mais engagé. On voit dans une étude Verian, Le Monde hier, qu'en gros, la France et l'opinion partagent de plus en plus un certain nombre de valeurs du Rassemblement national. On sait que le MEDEF se rapproche de Jordan Bardella en se disant finalement, et les petits patrons en se disant finalement, et si on essayait? Est-ce que le moment venu, vous prendrez position sur ce sujet dans la présidentielle? Sur votre affirmation, moi, je pense que c'est plutôt l'extrême droite qui suit les sondages et qui colle à l'opinion pour se faire élire. Je pense qu'on est plutôt dans cet ordre-là. Après, la question du positionnement de la CFDT, il est très clair et il est syndical. Les idées portées et le programme porté par l'extrême droite dans sa globalité ne sont pas compatibles avec notre projet de société. On fonde, nous, notre projet sur les enjeux de solidarité, les valeurs de solidarité et d'émancipation et d'égalité. Et on ne peut pas être en phase avec des partis politiques qui ont au cœur de leur programme... le RN, et l'extrême gauche aussi? Je vous parle des partis de l'extrême droite, tels que le Rassemblement national ou Reconquête. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis d'extrême droite. Et ces partis qui ont au cœur de leur programme
La préférence nationale, ça n'est qu'un projet de société, de division, y compris dans le monde du travail. Et ça, c'est incompatible avec ce que l'on défend. Donc, on a besoin de pouvoir... c'est important de pouvoir se positionner et d'expliquer qu'on est en désaccord avec ce qu'il porte. Merci beaucoup, Marie-Lise Merci à Léon, vous. secrétaire générale de la CFDT, d'avoir été notre invitée. Merci Nathalie. À demain, la météo et les informettes au France Info. Très bonne soirée avec vous.